Bonjour à tous. Nous voici dans encore cette rencontre sur les serpents, morsures et envenimation. Je vous dis tout d'abord que nous aurons de la traduction entre espagnol, français et anglais que vous pouvez choisir en utilisant le globe, la partie inférieure droite de votre écran. Je vous laisse quelques minutes pour bien tester cela. Et sûrement, vous êtes en train d'entendre maintenant la langue choisie. Merci beaucoup aux interprètes. Je parlerai maintenant de quelques règles. Tout d'abord, le webinaire est enregistré. Il sera partagé dans notre site web en quelques semaines. Nous avons plusieurs personnes présentes aujourd'hui. Donc, nous avons aussi le chat pour des introductions, questions-réponses. C'est la fonction donc message d'une part et la fonction question-réponse d'autre part. Voyons maintenant comment nous allons organiser la rencontre. Nous avons donc commencé avec les recherches qui ont été envoyées déjà à des enquêtes qui ont été faites il y a déjà quelques mois. Nous parlerons un peu sur les réponses, les résultats de cette enquête, le travail. Nous aurons aussi donc une liste avec des experts qui ont beaucoup travaillé à ce sujet dans plusieurs pays du monde et nous allons tout partager avec vous pour que vous puissiez voir ce qui se passe aussi. Voilà une carte donc qui montre les personnes qui se sont enregistrées à ce webinaire. Nous avons plusieurs pays, effectivement, des spécialistes et des intéressés sur le thème. Nous allons commencer avec la présentation de Mohamed Nouhou, qui est un chercheur et il travaille donc dans l'hôpital à Kaltungu au Nigeria et il parlera de traitement et recherche de morsures de serpents. Je commence donc en lui passant directement la parole. Merci à vous, merci Ashna, merci à tous ceux qui sont présents. Je m'appelle Mohamed Nouhou. Je travaille donc dans des laboratoires et en effet, un des hôpitaux les plus grands du monde à Gombe, au nord-est du Nigeria. Je vais donc vous présenter un peu un panorama général de la situation dans notre pays. Nous voyons ici les thèmes principaux de ma présentation et je passe directement à l'introduction. La morsure de serpent est décrite comme un des grands problèmes face à une morsure donc, de serpent, caractérisée par la présence euh, de blessures, ce qui peuvent être causées et avoir du venin ou pas. Des fois, nous les appelons le wet bite, c'est-à-dire une morsure qui est suivie par l'injection du venin dans le système sanguin de la victime. Et l'autre, donc là, qu'on appelle le dried, est celle qui n'a pas de venin. Les morsures de serpent causent plusieurs maladies et l'envenimation des personnes sont touchées de plusieurs classes sociales, mais nous avons des problèmes encore plus graves dans ceux qui ont des revenus plus bas. Globalement, on dit que 4,5 à 5,4 millions de personnes sont affectées annuellement par des morsures de serpents et 1,8 à 2,7 millions développent donc des maladies cliniques. De 80 000 à 130 000 viennent à mourir à cause de ces complications. Il faut dire aussi que 12 290 meurent aussi en conclusion de ces morsures. Et il y a des amputations et des maladies mentales aussi qui dérivent de ces morsures de serpents.
Nous avons ici une liste des différents types de serpents, l'espèce, donc la carpette vipère qui contribue en 90 à 95% des cas. Nous avons aussi la cobra noire, dite naja aussi, les mambas, entre autres. Les morsures de serpents et les traitements que je mentionnais se font dans notre pays à l'hôpital Koltungo, dans la région nord-est du Nigeria, et ça fait une 70 d'années que nous travaillons là-bas. Au tout début, c'était un hôpital de missionnaires, et puis il s'est développé dans cet hôpital de recherche, avec une capacité de traitement qui ne cesse d'augmenter. Au fur et à mesure, au long des années, cet hôpital a développé aussi des centres, des unités dédiées spécifiquement aux morsures de serpents, avec 2500 cas qui sont reportés par an. On arrive même à 3000 patients selon la disponibilité des antivenins et la capacité de l'hôpital. C'est vraiment le plus large en termes de capacité à procéder aux soins. Un des objectifs centraux de cet hôpital est non seulement celui de traiter les patients, mais aussi nous avons l'objectif de faire de la recherche. Nous avons donc plusieurs outils que nous mettons en action dans notre travail. L'hôpital aussi passe maintenant par une réformulation. Des travaux se font. Tel que je vous le disais, ceci fait partie des recherches que nous faisons dans notre centre parce que nous avons des objectifs à atteindre. Outre le traitement, nous réalisons un travail de recherche et ceci fait partie du travail que nous sommes en train de réaliser. Actuellement, l'idée, c'est d'améliorer les ce que l'administration, c'est d'améliorer l'administration des sérums antiophiliques, surtout pour les paysans qui sont financés par le PDDM. L'idée est de voir quelle est la résistance bactérienne. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Voici donc ici un résumé de ce que nous avons fait au long des 5 dernières années. Nous pouvons voir qu'en janvier 2019, nous avons reçu plus de 3000 patients. Et outre cela, 25% d'entre eux sont des femmes et 28,3% étaient des enfants. Nous avons aussi 48% d'hommes. Ça pour l'année 2020. Au total, 2635 patients atteints par des morsures de serpents. Nous pouvons voir aussi les taux de mortalité.
ainsi que suivre la situation dans d'autres années. En 2022, nous avons reçu 2794 et comme nous voyons ici, la projection des patients. Nous avons donc admis au long de ces 5 ans une quantité très grande. Les enfants font partie vraiment de la plus grande partie des victimes parce que pour les hommes, la situation est différente. Les personnes sont mordues dans des champs. Alors, c'est des personnes qui travaillent la terre. Nous avons aussi les femmes qui travaillent aussi, mais pas aussi souvent que les hommes, comme nous avons remarqué, et nous allons le voir dans les prochaines diapositives. Voici un résumé de la quantité de patients qui ont été admis à l'hôpital en 2023, surtout dans cette partie de la planète, le nombre de patients continue à décroître, ce qui est très bon pour nous. Mais en janvier, nous avons remarqué une augmentation assez sévère en février, mais quand arrive le mois de mars, c'est le mois des récoltes pour les paysans dans les champs et nous pouvons là effectivement remarquer une sévère augmentation des cas. À ce point, nous voyons que même si les personnes viennent vite à l'hôpital, quand il n'y a pas d'antivenant qui est accessible, nous voyons une augmentation des taux de mortalité. Et ceci est très clair au mois de juillet parce que la disponibilité de l'antivenant a été réduite précisément dans ces mois-là. Et donc, nous pouvons voir aussi que la quantité de personnes a été très réduite après juillet. Les personnes savent que si les antivenins ne sont pas disponibles gratuitement à l'hôpital, c'est encore plus difficile pour les personnes atteintes. Voyons la prochaine diapositive. On peut voir ici que, en bleu, nous avons la ligne qui représente les hommes et à partir de janvier, il y a un mouvement qui va donc s'accroître jusqu'à février. Les activités donc sont reliées au travail foncier. Il y a une augmentation au mai de juillet et ceci porte aussi est relationné au moment de récolte dans les champs. Voilà donc pourquoi cette augmentation spécifique. Nous pouvons remarquer que immédiatement après mars et avril, les enfants ont aussi vu ces taux accroître en même temps où les femmes voient leur taux réduire. C'est aussi la période où les enfants participent de certains travaux dans les fermes, dans les champs. Et quand nous arrivons à avril-mai, nous voyons que les femmes ont eu là une petite augmentation dans le nombre de patientes admises à l'hôpital. Et cela parce que
c'est le moment où les femmes vont prendre des bûches dans le champ. C'est après ça, ce sera la période des pluies et cela ne pourra plus être fait. Voilà donc les relations des activités économiques de la région et des personnes en correspondance avec les morsures de serpents. À partir de juillet, nous le voyons, je l'ai déjà dit, l'augmentation à cause du travail dans les champs, dans les fermes, c'est le moment des récoltes. Et puis, nous avons aussi la période de pluie qui vient aussi se sommer avec ce moment en juillet. Et à partir de là, nous voyons bien que les courbes commencent à descendre. Les taux descendent énormément, ne cesse que à cause de certains mouvements que nous voyons en avril, c'est parce qu'il y avait des problèmes justement qui portaient sur la disponibilité des sérums antiophidiques à l'hôpital. Et puis, parlons maintenant d'octobre-novembre. Les femmes ainsi que les enfants, nous voyons à partir de là une petite augmentation. C'est un moment aussi de certaines récoltes pour les femmes. Voilà l'augmentation des taux et leurs raisons. Pour résumer donc, il faut dire que nous avons une augmentation des patients quand il s'agit de saison de pluie. Et ceci touche à des taux très importants. Puis, quand il n'y a pas d'activité dans les champs, il y a effectivement une grande réduction. Ceci dit, nous sommes en train maintenant, en termes de grands défis de notre initiative, essayer d'assurer la disponibilité des sérums antiophidiques, ce qui est très important évidemment et ce qui sera en connexion directe avec les taux de mortalité. Il y a aussi les questions de manque d'électricité dans nos institutions. Donc voilà les moyens, les façons dans lesquelles nous avons besoin d'établir des collaborations, des partenariats, recherche, approvisionnement de l'antivenin de serpent et évidemment d'autres zones c'est des zones qui ont des bénéfices mutuels. Nous aimerions donc évidemment accroître nos partenariats dans ce sens-là. Et finalement, je vous remercie énormément de votre patience. Merci à vous, monsieur, pour votre présentation et pour avoir montré toutes les zones possibles de collaboration. Si vous nous permettez, nous passons donc, à cause de ce problème technique, à la présentation de Madame Sarah Padidar qui parle sur les recherches et zéro décès dans le cas aussi de morsure de serpent dans la communauté d'Eswatini et leur modèle. Merci beaucoup, merci Ashna et merci à tous la possibilité que d'être ici aujourd'hui. Nous voulons vraiment atteindre cette possibilité de zéro décès à cause de morsure de serpent. C'est une recherche que nous avons commencée et on espère bien pouvoir tout au long de cette année garder ce résultat que nous avons pu atteindre jusqu'à présent. Moi, je suis à l'université d'Eswatini, je suis conférencière et je fais partie aussi de l'Alliance africaine de la morsure de serpent. Nous sommes ici avec des collègues du Ghana, Kenya, Rwanda, Malawi et du Royaume-Uni aussi, outre que d'autres chercheurs de la Fondation Anti-Venant d'Eswatini. Bien, on commence un peu avec des données géographiques. Voilà Eswatini au sud de l'Afrique et nous avons une frontière avec l'Afrique du Sud, Mozambique. Nous n'avons pas accès à la mer. Nous sommes 1,3 million d'habitants et nous avons 4
zones agroécologiques différentes. Nous avons une grande diversité en effet, et cela nous permet d'avoir une soixantaine de serpents différents dans notre territoire. En effet, si on travaille sur la biodiversité, c'est quelque chose de positif, mais pas tellement si on parle de morsures de serpents. Il y en a plusieurs de différentes espèces. Bien. Bien, on passe donc c'est des images très choquantes, je vous le dirais. En 2006, avant la Fondation Antivenin, nous avions 100% des cas qui finissaient avec la mort de nos patients, les personnes qui avaient été mordues. Nous avons un enfant ici qui a été mordu non pas par une mamba noire, mais par un autre serpent très venimeux. Il est mort, cet enfant. Nous avons ici au milieu les morsures de serpents aussi qui crachent leur venin. Nous voyons l'impact de la situation, vraiment la puissance de ce venin. Et nous avons ici de l'autre côté des blessures caractéristiques des morsures de serpents. Et euh, nous avons, la semaine prochaine, eu des collègues qui parlaient sur les actions typiques, la façon de soigner. Et donc, nous faisons plusieurs choses. Des fois, il faut faire des incisions et nous essayons de contrôler et essayer de faire en sorte que le sang puisse être enlever, ne pas circuler vers le corps de la personne. Voilà jusqu'à 2021 les résultats de certaines recherches dans les maladies négligées tropicales avec plusieurs profs que je vois ici présents aujourd'hui. Nous voyons donc que nous avons plus d'hommes qui sont atteints par les morsures de serpents, qui sont donc mordus. Nous voyons que l'âge va de la petite jeunesse jusqu'à une cinquantaine. Et en effet, nous, nous avons une quantité très grande de personnes qui sont aux alentours de ces 20 ans et qui vraiment souffrent le plus de ces morsures de serpents. Ce sont des raisons pour faire des recherches aussi en ce terme d'âge. Nous voyons ici en rouge et nous voyons ici en bleu foncé les zones les plus élevées où nous voyons le plus de cas et l'autre zone en rouge avec moins de 250. Et les points rouges que vous voyez sont le numéro de patients qui ont été atteints par des serpents. Nous pouvons voir tous ces petits points qui sont éparpillés à travers le pays. Il n'y a pas vraiment une zone spécifique où l'on soit à un risque zéro de morsure de serpent. Les analyses ont montré qu'il y a une augmentation, il y a une incidence qui se réduit au fur et à mesure où l'on monte en altitude. Voyons maintenant qui est donc mordu. Il y a des questions qui touchent ceux qui sont au chômage, les étudiants, les personnes qui sont aussi à la retraite et nous avons un risque aussi qui est très grand pour les personnes qui ont des occupations élémentaires, comme nous dit-on, et la situation est très différente ici dans les quatre premiers que nous montrons. Voyons donc la modélisation et les risques. Robert Fouetté nous avait montré combien ceci était quelque chose de dangereux au Kenya. Ils utilisaient des modèles mathématiques et nous voulons ici montrer ce que nous faisons et pouvoir comparer un peu les résultats. Voyons donc les risques et la vulnérabilité, l'exposition et le manque de ressources. Je vais vous montrer cela tout à l'heure, mais il y a vraiment un point où ils se touchent tous et c'est le point où le risque est le plus haut. Il y a une question démographique, évidemment, socio-économique aussi, qui est présente lors de cette situation. Quand nous voyons donc les risques, où sont les serpents
et quelles sont les espèces, les questions démographiques et socio-économiques liées à la pauvreté, qui est très importante aussi, et liées aussi aux personnes qui sont à la retraite. Et d'un point de vue environnemental, il faut évidemment penser à comment la terre est utilisée, l'exploitation foncière. Et donc, quand on compare ces trois cercles, on peut évidemment penser aussi à les ressources qui sont présentes. Et combien de temps ça prend pour arriver à un hôpital, s'il faut prendre l'autoroute et les conditions de ces autoroutes, ou alors comment y arriver, en combien de temps. Cela nous donne aussi une vision très claire, ainsi que la disponibilité d'antivenins. Comment savoir, je vous demande, où sont les espèces? Avec plusieurs partenariats faits avec l'Union européenne et la Commission britannique, nous avons pu identifier ces serpents et savoir quel est le genre d'aide immédiate qu'il faut disponibiliser. Donc, soit où la personne se trouve, la personne qui est mordue. Des fois, il s'agit d'un serpent comme un python qui n'est pas venimeuse, mais qui évidemment fait peur aux gens. Et des fois, c'est même une mamba noire, ce qui est très, très dangereux. Donc, il y a des volontaires qui y travaillent et qui nous diront où sont ces serpents, où elles ont été vues, essayer de pouvoir prendre en photo aussi et bien les identifier. Nous avons des données qui sont très nombreuses et diversifiées. Voilà, ceci a été fait par une étude de distribution en Afrique du Sud. Et comme je vous disais, évidemment, nous avons dans cette zone ici que je souligne le risque le plus élevé. Nous voyons ici donc 11 et dans d'autres zones, c'est 8. Pas tellement de diversité, vous dis-je. C'est là où voici les zones où nous avons le plus de vipères venimeuses. Nous en avons eu 11 et le lieu qui contient le moins de vipères venimeuses représente environ 8. Ici, voici plusieurs indicateurs de risque tels que l'eau, se trouver au-dessous du seuil de la pauvreté avec moins de 2 dollars par jour et beaucoup d'autres éléments qui pourraient atteindre la population sont en cause. Et ainsi, nous avons pu recodifier certaines informations. Nous avons déjà certaines informations des lieux où se trouvent ces serpents. Et ainsi, nous avons identifié des zones spécifiques de notre pays pour pouvoir analyser, faire une analyse de clusters. Vous devez déjà connaître ce genre de carte parce que cela ressemble énormément aux cartes qui représentent les zones atteintes par le COVID. Nous avons les régions les plus urbaines avec moins de risques de morsures de serpents et d'autres zones également où nous avons parfois des animaux tels que des chèvres, par exemple, des poules qui pourraient attirer les serpents, bien qu'il y ait une densité populationnelle assez élevée. Ici, nous voyons des petites différences sur les deux cartes que je vous montre sur l'écran et quel est le risque d'un résultat négatif élevé dans tout le pays. Par conséquent, de quelle analyse s'agit-il? Ou comment nous avons des ressources telles que la prévention, l'éducation
le retrait des serpents et la planification, l'économie concernant toutes ces questions et le traitement pour les morsures de serpents. Nous avons des bénévoles qui ont été vraiment fondamentaux et très importants pour tout ce processus. Une mamba noire entre les mains d'une pionnière de ce projet. Et il nous faut avoir des centres de santé primaire dans des zones à haut risque. Il s'est agi d'un processus qui a reçu tout le soutien de la part de la communauté lors de la première réunion que nous avons eue avec les survivants des morsures de serpents pour aider à démystifier et pouvoir continuer à chercher et localiser ces serpents. Ainsi, je termine ma présentation et je remercie tous ceux qui nous ont soutenus dans ces démarches et j'espère que notre webinaire sera fructueux. Je vous remercie. Je te remercie, Sarah, pour ta présentation. Nous allons voir si vous est revenu. Est-ce qu'il peut continuer sa présentation? OK, nous, non, nous ne t'entendons pas, malheureusement. On ne t'écoute pas bien. OK, malheureusement, il me semble qu'il ne sera pas possible de nous connecter avec lui et de pouvoir l'écouter, l'entendre. Nous passons par conséquent à la présentation, à l'intervention de Julien et nous allons enregistrer par la suite ta présentation. Nous passons maintenant la parole à Julien. Julien, tu as la parole. Bonjour à tous, un grand merci. J'aimerais remercier les organisateurs qui m'ont invité pour que je puisse intervenir au sujet de mon expérience. On va essayer de t'aider. OK, on passe, donc on continue. Cette présentation, je l'ai préparée avec mon collègue Gabriel Alcoba, qui est un autre expert appartenant à l'organisation Médecins sans frontières. Et nous allons vous parler de notre expérience outre la partie opérationnelle. Voici une idée des activités que nous développons et des projets où nous avons beaucoup de cas de morsures de serpents. Voici les trois pays principaux où nous avons énormément de patients qui sont victimes des morsures, tels que le Yémen, le sud du Soudan et en Éthiopie également. Nous avons d'autres pays tels que le Nigeria, la Syrie, le Cameroun, le Burkina Faso et une grande partie de nos opérations ont lieu dans des zones assez éloignées où il y a des conflits et normalement, tous les ans, nous essayons nous traitons plus de 7000 cas de morsures de serpent et moins de 40% ont besoin du sérum antiseptique. Il s'agisse des sérums antifiotiques
parce que nous avons un taux de mortalité en dessous du 1%. Voici ce que nous réalisons dans nos activités. C'est surtout la gestion clinique. Nous travaillons dans les hôpitaux, avec les hôpitaux, nous faisons le diagnostic, l'envenimation, nous faisons un test, des analyses de sang ces analyses sont excellentes pour le diagnostic de plusieurs genres de problèmes qui peuvent surgir à partir de l'envenimation et nous réalisons d'autres activités qui sont moins développées, telles que la sensibilisation, la prise de conscience de la communauté, la formation, et nous nous occupons aussi des cas qui impliquent des nécroses et d'autres cas en dehors des hôpitaux, mais nous n'avons pas tellement développé ces activités en dehors des hôpitaux au sein de notre organisation. Nous avons des centres surtout pour recommander, pour envoyer ces personnes, les remettre dans ces autres centres. Nous savons, parce que nous savons très bien que les patients peuvent développer des traumatismes post-symptomatiques et d'autres questions. Il est important par conséquent de pouvoir les soutenir du point de vue mental, de la santé mentale. Nous avons réalisé plusieurs formations et je vais vous parler aujourd'hui de la recherche opérationnelle. J'analyserai les différentes publications qui ont surgi à ce sujet et vous pourrez trouver davantage de détails lors des références que je vous donnerai à la fin de mon intervention. Nous avons établi certaines publications à partir de notre expérience générale dans lieux, des zones de conflit. Ce sont des zones et des régions où il y a des catastrophes humanitaires et où nous avons beaucoup de problèmes qui concernent les morsures de serpents qui, normalement, ne sont pas prises en compte. Il y a beaucoup de déplacements des populations et ces morsures de serpents, outre les catastrophes naturelles, il faut faire plus de recherches. Il faut que nous fassions plus de recherches à cette question. Nous nous occupons de la question de l'analyse épidémiologique, outre les enquêtes et des différentes méthodes de soins. Nous l'avons fait dans le sud du Soudan, au Népal également, avec d'autres organisations. Et le véritable problème de- au sein des communautés est beaucoup plus profond que ce que nous pourrions observer dans les hôpitaux. Il nous faut avoir des études épidémiologiques qui se fondent sur la communauté et des rétrospectives pour que nous puissions faire une véritable analyse du problème et les activités qui se concentrent uniquement dans les hôpitaux ne sont pas suffisantes. Il nous faut avoir des programmes qui se développent avant que le patient soit admis à l'hôpital et après également qu'il quitte l'hôpital. Nous avons des analyses également, où il nous faut avoir des analyses plus profondes au sujet des sérums antiophidiques. Nous voyons ici qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité clinique et d'efficacité également. Il est très difficile de pouvoir mettre en œuvre ou en place des études cliniques randomisées
Et par conséquent, ce que nous souhaitons, c'est de proposer des données qui ne soient pas RCT. Et pour ce, il nous faut avoir la collaboration de plusieurs groupes pour pouvoir réaliser des essais de contrôle. Et ainsi, nous, nous avons, par exemple, nous avons contribué à travers des articles qui ont été publiés au sujet de l'harmonisation des différentes méthodes qui devront être réalisées à l'avenir. Les chirurgies, par exemple, nos collègues sur le terrain peuvent, euh, euh, peuvent le faire. Et nous avons publié certains articles au sujet du post-opératoire après les chirurgies, après les morsures de serpents et la gestion nécessaire. La gestion avec le sérum est difficile, mais est possible. Nous sommes impliqués également dans l'analyse de plusieurs politiques, surtout en ce qui concerne l'accès au sérum antiophidique et surtout, nous sommes en train de voir une deuxième génération. Nous avons de nouveaux médicaments, de nouveaux produits qui sont en train d'être fabriqués. Et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir proposer des sérums qui soient efficaces dans dans des situations différentes. Une grande partie des sérums sont proposés sur le marché sans aucun essai clinique ou données cliniques qui soient robustes. Et parfois, les producteurs de ces sérums n'ont pas été contrôlés, suivis en ce qui concerne les pratiques de fabrication. Il nous faut beaucoup faire pour pouvoir améliorer ce système et confirmer la sécurité et l'efficacité des différents sérums. Un autre point, c'est la question financière. Dans plusieurs pays, les victimes doivent payer tout le coût des sérums, doivent payer entièrement les sérums. Et parfois, ils ne peuvent ils ne peuvent acheter qu'une seule ampoule. Il me faut dire que dans nos projets, le traitement pour ces morsures sont gratuits. Nous n'avons pas ce problème spécifique dans nos programmes, mais néanmoins, dans beaucoup de villes, il s'agit d'un véritable obstacle. Nous avons d'autres études qui sont en cours, qui sont en train d'être préparées en Éthiopie. Il nous faut mieux comprendre les comportements de ceux qui se rendent aux hôpitaux. Il y a un travail agricole très important dans cette région et toutes ces personnes qui habitent dans la confiance, dans la campagne, vivent dans des conditions très difficiles et il est par conséquent très difficile de comprendre les facteurs de risque et qu'est-ce qui se passe après les morsures. Et également, il faudrait savoir pourquoi et comprendre pourquoi ils tardent tellement pour se rendre à l'hôpital. Et il serait intéressant que nous ayons plus d'études et de recherches à ce sujet. Nous sommes impliqués dans une étude et des recherches au sujet des sérums. Il serait dans le sud du Soudan. Il faudrait également que l'on identifie les différentes espèces de serpents qui se trouvent dans cette région. Et nous avons utilisé un programme à travers des, des téléphones portables qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître et identifier les différentes espèces qui peuvent causer les morsures. Et ceci se base sur des photos qui peuvent être utilisées par les patients. Et parfois, nous recevons également les serpents qui sont morts et ceci peut nous faciliter la reconnaissance des différentes espèces.
Également, nous sommes en train de développer une étude épidémiologique plus approfondie au Cameroun avec plusieurs participants et qui devra être publiée les prochains mois. Voici ce que nous développons. C'était un panorama général des actions que nous développons, mais je suis à votre disposition pour toute autre collaboration, pour répondre à vos questions et nous pourrons en parler par la suite. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup, je te remercie. Julien, nous avons certaines questions qui ont été posées ici sur le chat. Je vous demande de bien vouloir poser vos questions en cliquant sur le bouton Q et A. Passons maintenant à une discussion sur 3 hôpitaux en Éthiopie avec la conférence de Monsieur Teki Marcos, qui est lui-même chercheur à l'hôpital. Très bien, merci beaucoup. Je suis Teki Marcos Bedore de l'hôpital Wachermo, un hôpital spécialisé, justement, et je parlerai sur l'incidence et les conséquences des morsures de serpents dans certains hôpitaux choisis en Éthiopie. Effectivement, quand nous étions en train de partager des résultats des morsures de serpents, nous sommes aperçus plusieurs choses. Je disais donc que les morsures de serpents sont souvent négligées et même si nous avons des chiffres très hauts de 80 000, 138 000 de personnes qui ont été des victimes, même avec qui ont été défigurées ou ont dû faire passer par des amputations, ce qui est très grave et triste en Afrique, surtout dans les populations les moins favorisées où nous voyons une augmentation encore plus grande. La maladie tropicale, il y a une estimation de 5,4 millions de personnes mondialement qui passent par des morsures de serpents annuellement et environ 80, plus de 80 000 jusqu'à 137 000 de personnes meurent par an. Nous voyons aussi que cela peut causer plusieurs problèmes à la santé, des hémorragies, des amputations, et les enfants sont ceux qui souffrent le plus, d'ailleurs, vous dis-je, et c'est surtout des zones pauvres, rurales, des femmes et des enfants. Évidemment, nous voyons encore plus de cas dans les pays où les systèmes des hôpitaux sont moins équipés du point de vue d'antivenin et de solutions immédiates. Il y a des conséquences très très graves de la morsure de serpent et évidemment, elles sont absolument, on peut les prévenir, ce qui est encore une raison pour laquelle il faut renforcer l'importance de traiter ces morsures. Nous avons plusieurs complications qui déroulent de ces morsures. Voilà la liste de l'OMS. Et nous avons des causes qui sont aussi donc la négligence ou le manque de données et la combinaison de stratégies antivenants, les antiophytiques, les médicaments et sa disponibilité. Il faut aussi parler des situations où les morsures de serpents, il faut étudier bien les régions, savoir
et demander la réaction des, des autorités locales et le manque aussi, comme je vous disais, de données en études en Éthiopie sur ces zones et morsures de serpents en Éthiopie. Le développement donc des pays socio-économiques est quelque chose de très important. Voilà donc les résultats. Donc, nous avons fait une recherche dans 3 hôpitaux spécialisés qui se trouvent dans les régions Ouarchamo, entre autres hôpitaux aussi. Les objectifs spécifiques, donc la prévalence des, des données dans ces différents hôpitaux et faire une recherche en administrative qui est très importante aussi. Et comment pouvoir soigner le système, l'action. Nous avons suivi donc une méthodologie pour faire ces études. Nous pouvons voir ici le dessin de notre étude. Nous parlions d'hôpital de Ouachama, de Worabé et de Boutalira. Administration et l'antivenin, les complications, les variables présentes, tout cela doit être bien étudié. Nous faisons aussi des enquêtes pour pouvoir mieux connaître la situation. Donc, la situation du sérum antiophidique, l'administration de tout cela, les gestionnaires des différents hôpitaux. Voilà les références de cette étude. Et donc, à tous, merci beaucoup pour votre patience et les possibilités de partenariat avec vous. Merci à vous pour votre participation qui a été très importante. Voyons si nous avons Sousmaïla est une étudiante à l'Université de Montréal et elle va donc parler de plusieurs profils face aux morsures de serpents dans plusieurs régions de 2013 à 2017. La présentation sera en français et si vous voulez l'entendre en espagnol ou anglais, vous allez donc bien utiliser du côté inférieur droit Ok. un bouton Merci. pour la traduction. Merci beaucoup à tous. Merci pour cette opportunité que vous me donniez de faire cette présentation. Il faut que l'on situe le contexte de cette présentation. En fait, c'est une étude que nous avons réalisée au début de notre carrière quand on était dans le district de Loti, au nord du Togo, où nous étions responsables de la surveillance épidémiologique. Et là, nous avons commencé par faire des formations de renforcement de capacité. Et donc, après une formation, il était question de présenter quelque chose. Et donc, nous avons vu que la question de morsure des serpents n'était pas vraiment abordée à l'époque dans nos conférences. Et donc, nous avons choisi de regarder qu'est-ce qui se passe réellement en ce qui concerne les morsures des serpents. Parce que de temps en temps, nous avons des décès liés aux morsures des serpents dans notre district. Voilà. Donc, après cette formation, ça nous a donné des opportunités où nous avons eu à faire une maîtrise en sciences épidémiologiques et actuellement, nous sommes à l'Université de Montréal où nous faisons un diplôme en santé mondiale. Et donc, en tant que étudiant en santé mondiale, nous pensons que la question est vraiment d'actualité parce que ça fait partie des maladies tropicales négligées. Merci beaucoup. Donc, bon, nous allons suivre le plan que voici. C'est quoi la situation actuellement des morsures du serpent au Togo? Nous avons essayé de regarder sur le net pour voir quelle était vraiment la situation et nous avons vu ce rapport qui date de 2021 de l'OMS qui montre qu'au Togo, l'incident des morsures des serpents était autour de 44 cas pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez la situation.
Et donc, nous avons aussi regardé, est-ce que ça se parle, la morsure de serpent, ça se parle au Togo. Et nous avons regardé, il y a eu des presses qui montrent qu'il y a eu des enfants un enfant qui est mort tout récemment par morsure de serpent, par manque d'antivenimeux. Donc, et puis même ça a causé même on a même radié du personnel de santé parce que on pense qu'ils n'ont pas bien pris soin de l'enfant et que l'enfant est décédé, alors que la cause réelle, c'est qu'il y a eu retard au recours des soins et après le retard arrivé au niveau des structures de santé, il y a un manque des antivenimeux et donc l'enfant était obligé d'être renvoyé dans un centre à plusieurs kilomètres, donc jusqu'à l'arrivée, l'enfant est décédé. Cette situation, tous ceux qui ont passé, même la semaine passée, cette semaine, l'ont dit. C'est une situation vraiment qui fait mourir les enfants, les victimes de morsures de serpent dans nos pays. Merci. Donc, je parle du district de Loti. C'est quoi? C'est un district qui est situé au nord du Togo. La population n'est pas trop grande, mais le climat est de type sahélien. Le climat est de type sahélien. Nous avons la végétation aussi parsemée de bois et de toutes choses. Quels sont les types de serpents que nous pouvons trouver dans ce district? On a les serpents, les espèces élapidées et les viparidés. Donc, voilà les familles que nous avons au niveau du district de Loti. C'est vrai qu'il n'y a pas... ça fait longtemps qu'on a identifié ces familles, mais il n'y a pas des études récentes qui montrent vraiment qu'est-ce que nous avons. Et dans le district de Loti, les activités les plus pratiquées sont l'agriculture et l'élevage. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons essayé de voir, de faire une analyse secondaire des données au niveau de l'hôpital de district, un hôpital de district où nous avons regardé qu'est-ce qui s'est passé pour les morsures de serpent de 2013 à 2017. Donc, il s'agit d'une étude secondaire, d'une analyse de base où nous avons regardé tout ce qui s'est passé depuis ces moments. Donc, tous les patients qui ont été admis et puis qui ont un dossier vraiment qu'on peut exploiter ont été pris et nous avons regardé qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les données qu'on peut exploiter. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous avons essayé de regarder, nous avons vu comme résultat qu'on a l'âge moyen des patients qui étaient là, l'âge médian par exemple était de 28 ans et l'âge le plus touché était de 15 à 29 ans. Donc, c'est les hommes qui étaient les plus touchés, comme l'a démontré la plupart des présentations. Et les gens qui étaient les plus touchés aussi en ce qui concerne les activités, c'était les agriculteurs, ceux qui étaient en contact avec la brousse, donc les agriculteurs et les éleveurs. Bon, en ce qui concerne sur le plan éducation, vous savez, nous sommes avec les données secondaires dans les hôpitaux où il n'y a pas vraiment de rigueur pour les collectes des données. Donc, on avait eu beaucoup de problèmes pour pouvoir... Il y avait sur le plan éducation, il y avait des données qui n'étaient pas vraiment enregistrées. Bon, en ce qui concerne les cas enregistrés au cours des années de 2013 à 2017, nous avons eu, sur 215 cas, nous avons eu seulement à exploiter 117 et 170 dossiers, dû à des dossiers manquants, dû vraiment aussi à des données qui manquent. Le personnel ne prenait pas vraiment soin parce que ce n'est pas un problème, ce n'était pas un sujet vraiment d'actualité où il y avait vraiment un regard dedans. Donc, chacun fait comme il veut et les données qu'il a, il les met. Donc, vous allez voir qu'entre 2013 et 2014, pardon, il y a eu vraiment une diminution des cas. Ce n'est pas une diminution des cas liée au fait qu'il y a plus de cas. C'est parce que en 2014, entre 2013 et 2014, il y a création d'un hôpital de mission américain. Donc, ça a fait que tous les patients étaient dirigés vers là parce que quand ils arrivaient, il y avait les antivenimeux là-bas, il y avait aussi, ils peuvent arriver, faire les soins et après payer. Alors que dans l'hôpital où nous travaillons, c'est un hôpital d'État, quand tu viens, tu dois payer et des fois, les gens ont trouvé vraiment une aubaine d'aller vers ce côté.
Nous avons aussi essayé de regarder qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les cas, c'est à quel moment du mois vraiment les cas sont enregistrés. Vous allez regarder, vous allez voir ensemble avec moi que les cas étaient vraiment enregistrés à partir de juin, juillet, jusqu'à au niveau de novembre. Ce sont des moments de récolte parce que dans cette région, les premiers pluies vraiment commencent déjà à partir de fin mars et mai. Donc déjà au moment de mai, juin, nous sommes au moment moment intense de l'agriculture et les récoltes commencent déjà à partir de septembre à novembre. Donc c'est au cours de cette période, comme l'a démontré les autres qui ont présenté avant moi, c'est au cours de cette période qu'il y a une interaction entre les humains. Il y a plus d'interaction entre les humains et les espèces et les serpents. Donc voilà, c'est en ce moment aussi qu'on a plus de morsures de serpents. Nous avons essayé de regarder, voilà, une carte que j'ai faite à l'époque. Vraiment, quand je la regarde, je suis encore fier parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de notions sur la cartographie, mais on a essayé. Donc, dans tout le district où j'ai montré les cantons, il y avait les cas partout. Il n'y avait pas, quelque part, on peut dire qu'il n'y avait pas de cas. Donc, les cas étaient éparpillés, ce qui montre que le risque zéro dans ce district-là n'existe pas. Et si nous voulons extrapoler, c'est partout au Togo, dans tous les coins, il y a le risque de morsure de serpent. Donc, c'est quoi les activités qui impliquent le morsure de serpent? Je l'avais déjà dit. Donc, c'est les activités liées au champ, les activités liées au champ. Pour les femmes, c'est les activités liées au champ pour les récoltes et aussi pour le ramassage, la recherche des bois de chauffe. Ce sont les activités qui étaient vraiment impliquées. Donc, comme je le disais tantôt, c'est où est-ce que les gens étaient vraiment à risque. Donc, c'est dans les champs et sur la route vers les champs. Euh, vous m'excusez pour la répétition de ces diapos, ces données. Donc, c'est à quel moment les gens étaient vraiment victimes. Dans la journée, on a vu que c'était dans la matinée que les gens étaient vraiment victimes des morsures de serpents. Nous avons essayé de regarder aussi qu'est-ce qui se passe quand les gens sont mordus par les serpents. Est-ce qu'ils prennent le temps directement de venir vers les hôpitaux? Et donc, nous avons mis notre délai pour dire que, bon, ils sont vite arrivés. Nous avons mis à l'époque que s'ils sont arrivés 6 heures après leur morsure, cela veut dire qu'ils sont arrivés entre 1 heure à 6 heures avant leur morsure de serpent. Nous disons que, bon, ils sont vite arrivés. Et donc, nous avons regardé et nous avons remarqué que la plupart des gens mordus venaient à l'hôpital 6 heures après leur morsure de serpent. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils arrivent à l'hôpital seulement dans des situations compliquées. Leur première intention, c'est d'aller vers comment appelle-t-on, les soignants traditionnels. Donc, ils arrivent à l'hôpital après avoir fait des soins au niveau traditionnel. C'est quand ça ne marche pas qu'ils arrivent. Donc, on a aussi essayé de regarder les grades et quel qu'en soit ce qu'on dit, il y avait les gens qui venaient quand même avec des morsures blanches qui n'avaient pas de problème. Donc, il y avait qui étaient là au niveau de grade 1 et vous avez vu aussi, il y avait des grades extrêmes aussi. Donc, il y a une répétition. Qu'est-ce que nous allons retenir dans cette présentation? Il faut noter qu'il y a au niveau du Togo, comme dans le district de l'Otu, il y a des morsures de serpents tout le temps. Et la plupart des personnes victimes sont des agriculteurs, pardon, et les éleveurs. Et la majorité de ces gens-là font recours premièrement aux soins traditionnels et la plupart des gens qui meurent, ce sont des gens qui arrivent tardivement à l'hôpital. Donc, nous tenons vraiment à remercier à l'époque ceux qui nous ont donné cette envie de faire l'épidémiologie et de se donner à la santé publique. Donc, nous remercions le gouvernement togolais qui avait accepté cette formation. À l'époque, c'était CCISD qui est devenu maintenant Santé mondiale Canada. Et nous remercions aussi l'AES. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes actuellement en train de faire une formation en santé mondiale. Le problème de morsure des serpents est un problème vraiment
qui tient à cœur. Les perspectives, si on a des collaborations, c'est de voir quelle est la situation vraiment réelle d'un morsure de serpent au Togo par des enquêtes peut-être populationnelles ou bien au niveau même des hôpitaux pour voir la situation. Et avec ça, on aura peut-être des données qui montrent vraiment la chronologie des morsures de serpent au cours de l'année et prévoir les antivéneux pour pouvoir prendre soin et réduire les décès liés aux morsures de serpent. Merci beaucoup, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Smaila. That was a wonderful presentation. Next, we will hear from Lina Maria Peña Acevedo, who will be talking about infection diagnosis in victims of snake bites in Colombia. Like the previous presentation, Lina's presentation is going to be in Spanish, so if you would like to hear it in English or French, please ensure that you've selected the correct translation from the toolbar below. And with that, I'll hand it to you, Lina. Thank you. Muy buenos días para todos. Muchas gracias al equipo de Global Team por invitarme el día de hoy. Merci beaucoup. esta reunión Également, permitirme je presentar remercie, mi propuesta de je investigación. remercie Yo soy la, toxicóloga clínica, médica je toxicóloga clínica. remercie Soy l'équipe qui a profesora organisé tout titular en ça. la Je suis universidad, en la Universidad professeur, Diego je Portales en Colombia, y actualmente suis curso un professeur doctorado à en medicina l'université en totalmente clínica, en Colombie medicina clínica. et maintenant je suis en train de Como préparer parte de mi un proceso doctorat laboral, en recherche estoy clinique. En desarrollando faisant partie de un mon proyecto de doctorat, je investigación suis en train que de développer un pretende projet de recherche encontrar o qui desarrollar, prétend ou essaie de trouver ou de desarrollar développer, una escala plutôt para el diagnóstico développer clínico de la une infección échelle en pour le mordeduras de diagnostic serpiente. clinique Esa es concernant lo les que deberíamos infections hablar causées par les un poco el morsures día de de hoy. serpents. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Como les decía, yo vivo en Comme je Colombia. vous disais, en Colombia es un país Colombie ubicado est en un Sudamérica. pays qui se trouve en Amérique du Sud. Tenemos principalmente Nous avons dos grupos deux importantes de serpientes, groupes. las víboras y los elápidos. Dentro de las víboras tenemos 3 géneros distribuidos en 21 especies. Y dentro de estas 21 especies, las más importantes son el mayor número de casos de mordeduras de serpiente que se presentan en Dans nuestro país son le plus producidas grand por nombre de las cas serpientes del grupo Botros, de especialmente morsures Labotros atrox y sont Labotros asper. Colombia es un país que tiene todos los représentés par, epizotérmicos, sont tenemos causés par desiertos, deux tenemos groupes nevados surtout. y tenemos Nous, bosque tropical húmedo y seco, nous que es avons plusieurs climats en el sitio Colombie, ideal tropical para que sec, las víboras humide, etc. vivan en unas óptimas condiciones. Et ce qui fait en sorte que les serpents puissent vivre dans de bonnes conditions. En Colombie, nous avons entre 4 500 et 5 500 morsures de serpents tous les ans et ceci représente une incidence énorme. Nous avons entre 30 et 50 décès tous les ans, ce qui représente une mortalité inférieure à 8%. Nous avons en Colombie para cubrir ambas grupos de serpientes. Tenemos suero para cubrir antiveneno para cubrir las mordeduras de víboras y tenemos suero para contrarrestar los efectos del veneno de los elápidos. Ambos sueros sont producidos qui nous por disent el également gobierno de nacional. stopper Además, les effets tenemos la causés par ceci. posibilidad Ils sont de produits et autorización fournis de par les otro tipo gouvernements de usar nationaux. Et nous avons importados de otros países. l'autorisation d'utiliser des sérums qui soient importés d'autres Actualmente pays. tenemos Actuellement, un nous uso de suero avons, en el nous 82% de las mordeduras. utilisons le sérum pour 82% des La frecuencia morsures. La por fréquence tipo de agente agresor, de par familia, type entonces d'agent cerca del agresseur 78% de de las famille, mordeduras son por las víboras environ y tenemos un 20. porcentaje cercano al 30%, al 23% Nous avons 67, environ 68% causés par les vipères, 23% d'étiologie non identifiée, parce que la victime n'a pas pu identifier quelle famille de serpents l'a mordu. Tel que l'ont dit d'autres intervenants qui m'ont précédé, les personnes qui sont mordues par
mordus par les serpents sont surtout des hommes qui travaillent dans les campagnes, des paysans, ceci 73% dans des zones rurales et 62%, ils sont mordus dans les membres inférieurs et grand pourcentage de ces personnes, 30% manipulent, essaient de se couper, ou vont chez des guérisseurs, etc. Eh bien, 25%, ceux, 25% ont plus de 50 ans. La complication principale de ces morsures, ce sont des complications locales, des infections par exemple, et globalement, ceci se passe entre 9 et 77%. Cette variabilité des infections tiene varias explicaciones, como voy a mostrarles a continuación. Según las diferentes estadísticas, no solamente en mi país, sino obtenidas de la literatura internacional, d'après les différentes statistiques, non seulement dans mon pays, mais internationales, les abcès représentent environ 69%, la cellulite 21%, les nécroses représentent de 2 à 3%, mais ces fréquences peuvent ou ces chiffres peuvent changer. Et cela va dépendre des pays. Dans mon pays, de 30 à 40% s'infectent des patients d'après les études et les enquêtes qui ont été faites dans des hôpitaux de haute à et j'aimerais souligner que dans mon pays, l'hydrophilie se aíslan de estas infecciones. Las víboras pues tienen un veneno que además de producir alteraciones de la coagulación, gagnent dans cette infection. Les vipères ont un venin myotoxique, ce qui favorise que dans la présence de bactéries ou de la biopeau, que la victime puisse développer des infections dans les zones où le serpent a mordu. La fréquence et la variabilité, une des raisons, c'est que il a été très difficile de faire un diagnostic précis de l'infection parce que il s'agit de cas de patients qui ont cette première photo à la gauche. Il s'agit d'un patient qui a été mordu par un asperge. Nous voyons herpès zoster, pardon, qui a développé. Et ici, on peut savoir si le patient a une infection des tissus ou pas. Dans ce cas, cela peut nous confondre. Ces érythèmes que nous voyons, ceci représente la toxicité du venin, mais il est très difficile pour qu'un expert puisse faire la différence entre s'il s'agit d'une infection ou d'une toxicité locale. Et fréquemment, les personnes se manipulent tout seules avant de se rendre à l'hôpital. Il est par conséquent très difficile d'établir, lorsque l'on voit la lésion, si le patient s'est brûlé, s'il s'agit d'un érythème, il est en train de développer une infection ou c'est un mélange de tout, du venin, de la manipulation du patient, le venin. Il est très difficile de savoir ici quelle est la réalité, par exemple. No hay criterios diagnósticos bien definidos para el diagnóstico de una infección en mordedura de serpiente. Las manifestaciones clínicas Nous n'avons son donc indistinguibles entre la toxicidad pas de encore la de infección, por lo diagnostic cual qui es a muy été prêt en difícil train hacer de un venin et diagnóstico infection. diferencial. C'est Y esto ha difficile de le hecho faire de que façon se den différentielle uso de et cela antibióticos veut mal dire que llamados nous avons profilácticos utilisé des para antibiotiques prevenir la appelés infección, prophylactiques pour porque éviter hemos visto entonces l'infection, en la literatura parce que nous que se trouvons usan dans la esquemas que no son littérature que nous profilácticos, utilisons des porque son non tratamientos prophylactiques, o esquemas de c'est-à-dire des antibióticos que se dan por traitements 3, 5 o 7 días, lo d'antibiotiques qui cual se sont sale del administrés pendant concepto 3 ou 7 de jours profilaxis, porque la profilaxis lo que jours quiere es et on sort prevenir donc de ce concept de la los esquemas profilácticos prophylaxie parce usuales que ce que l'on no veut, duran c'est más de de 24 faire o la 48 horas, prévention. pero lo que uno Et dans encuentra ce en la literatura cas-là, c'est es que moins con de un fin 24 profiláctico es de
de 24 heures. C'est-à-dire avec cet objectif de prévention, il donne 3, 5, 7 ou même plus jours. Et face à cette incertitude, soit on ne sait pas si c'est une infection ou une toxicité, nous avons utilisé des schémas d'antibiotiques qui sont indiqués, par exemple, pour les morsures par des animaux comme des chiens et des chats. Nous utilisons des antibiotiques comme l'ampicilline qui va ne, va ne pas couvrir les germes que je vous avais précédemment montrés. Et donc, face aux suspicions, aux soupçons d'une maladie, nous utilisons des antibiotiques qui ne sont pas parfaits pour les germes, c'est-à-dire on n'a pas fait une identification antérieure du pathogène, alors nous faisons des traitements aveugles, vraiment, faut-il le dire, et ceci contribue énormément à l'utilisation irrationnelle ou inadéquate des médicaments et les risques que cela peut avoir, surtout parlons de la résistance. Et puis, les marqueurs que nous a montrés comme indicateurs d'infection dans la phase aiguë, comme les protéines SR actives, les prytogènes, la sédimentation et les leucocytoses ne sont ne se sont pas étudiés suffisamment de façon claire et concrète comme des indicateurs d'infection et les comportements qu'ils ont, eux, quand un patient avec morsure de serpent développe cette infection. Mais comme je vous ai dit plusieurs fois, on croit que c'est une infection si une confirmation microbiologique ou seulement avec le soupçon où on peut confondre aussi l'inflammation locale avec une infection. Donc, on ne connaît pas très bien le vrai comportement de ces indicateurs et ces réactions de phase aiguë quand nous faisons le diagnostic ou quand nous sommes face à une infection par morsure de serpent. C'est-à-dire que le diagnostic, finalement, serait la microbiologie, mais il faut aussi voir qu'il y a des pathogènes, mais pas nécessairement isoler un pathogène veut dire avoir un diagnostic complet de l'infection, parce qu'il peut s'agir simplement d'une contamination. Et nous faisons aussi avec des antibiotiques qui peuvent être commencés, on soupçonne, et puis le patient peut développer plus tard, et moi-même j'ai vécu cela, c'est-à-dire qu'un patient vient à un hôpital de complexité comme celui-là, et le patient développe l'infection, et puis après, il faut faire un drainage, un débridement. Nous faisons donc des essais et on ne sait pas définir quel est le germe face à l'extraction de sang. On ne sait pas s'il est vraiment efficace. Il n'y a pas de méthode standardisée pour cela. Les venins de singe ont des effets sur la coagulation et plusieurs médecins, en effet, ils ont peur à faire des prélèvements sanguins, il y a des problèmes de biopsie, changement de coagulation. Donc, beaucoup de médecins ont peur de faire des prélèvements de sang dans ce sens-là, de biopsie. Nous voyons donc dans la majorité des études, nous avons une récupération de 9% des cas. Et comme je vous disais, nous utilisons plusieurs fois des schémas d'antibiotiques en thérapie non dirigée et cela ne va pas toujours de soi avec l'antibiotique utilisé. Et comme nous ne traitons pas de façon adéquate l'infection, le patient aura des complications. Il devient chaque fois pire, il est amené à des procédures de drainage, même d'amputation, ce qui augmente beaucoup les coûts, les frais médicaux, l'utilisation de plus de procédures, puis les effets secondaires de ces antibiotiques qui, plusieurs fois, ne sont pas prescrits de façon rationnelle. Une étude en Colombie a montré en effet que dans des patients qui avaient des diagnostics de présomption d'infection, ont été utilisés des antibiotiques en 91% de façon inadéquate. Et les patients
comme ceux que nous avons ici avec des morsures de serpent, c'est le plus grand nombre de cas. Il y a un haut risque d'infection parce qu'il s'agit de patients qui, sous les effets du venin, ils ont de l'anémie, entre d'autres maladies. 25% sont aussi des personnes qui ont plus de 50 ans, des personnes âgées avec des comorbidités qui n'avaient pas été diagnostiquées auparavant, en plus que en plus d'autres situations que nous voyons aussi dans des tissus de la peau, comme nous voyons ici, qui augmentent les facteurs de l'infection aussi. Nous voyons ici, par exemple, dans cette photo, un patient, la photo de gauche a été prise au 3e jour. Nous avons des nécroses cutanées et après 21 jours, le patient est en processus de faire vraiment, c'était un paysan, on a fait, nous avons fait des greffes qui ont été très importantes, mais pour cette personne qui vit d'un salaire très bas, qui habite aussi dans les champs, pour eux, c'est très difficile, pour eux et leur famille, de ne pas, à cause de ne pas avoir, de ne pas produire, de ne pas travailler. C'est un grand problème pour la famille. Nous avons des changements locaux très subtils et des évolutions qui vont jusqu'à ce genre de lésions que nous voyons ici, secondaires à l'infection. Et donc, l'idée, comme je vous disais, je suis en train de faire mon doctorat, je suis en train de développer un modèle diagnostique d'infection qui puisse avoir des éléments cliniques et laboratoriaux avec l'objectif que l'on puisse à ces patients faire des diagnostics cliniques d'une façon qui soit à l'avance, d'une façon qui soit vite pour orienter de la façon la plus appropriée un traitement et des soins avec des antibiotiques qui soient effectivement les corrects et qui puissent réduire le temps de leurs soins à l'hôpital et avec des impacts sur l'usage rationnel des antibiotiques. Bien, nous n'avons pas ce genre de paramètres cliniques et c'est pour ça que mon idée, c'est de développer cela. Voilà ce que j'avais à vous montrer. À tous, merci beaucoup de vos questions, commentaires et pour votre patience. Hi, thank you Merci so much for beaucoup, your une belle presentation. présentation. Je vois qu'il est I realize that déjà it is 2:30 now, GMT, 14h30, c'est-à-dire que have to les hop off now, interprètes so feel vraiment ne free. vont pas We can pouvoir check if we have a couple of continuer. other speakers scheduled. I'll just quickly check if they're online. Adissou, If Patrick, je ne sais Adissou pas si vous or êtes Patrick, ici, if vous you pouvez are lever la here, main. please raise your hand. Thank you. I am Adissou from Ethiopia. Ethiopia is found in the Western Africa, the Horn of Africa. I am living in Gondar, far from the capital city of Addis Ababa, 750 kilometers. It is 50 minutes flight. So Addis Ababa is also the center of African Union. So first of all, I want to thank you, Ansha and Luis, to give this precious chance to present this snake bite articles studied in Gondar and Metama Hospital and published in the Journal of Infectious Developing Country Journal. So you can please the next slide. The next slide, please. Okay, this article has 4 parts. I will focus on the main points, and anyone to find this full research, I have a PowerPoint, the link, so you can get potentially life-threatening disease, especially in rural areas. So
The exact burden of snake bite in Ethiopia is unknown. The health problem is potentially underestimated because of reporting is not compulsory. Next slide. So this study assessed the clinical features and the risk factors associated with treatment outcomes of snakebite patients admitted to hospitals in the North Gondar of Ethiopia, Gondar University Specialized Hospital, and Matamma Primary Hospital. This is hospital is found in the low altitude of Ethiopia. This is the cash crop production area. So this hospital is admitted for so many daily laborers. Next slide, please. So when I come to the methodology part, this study was done retrospective cohort study using routinely collected data from patient medical records or charts from the two hospitals up to September 2012 up to 2020. Next slide. The different departments, mostly this research done in medical internal medicine department and sometimes in pediatric departments. Next slide. So both hospitals are located near low altitude areas with, as mentioned before, with big season and cotton farms characterized with influx of about 250,000 people of seasonal work in the harvesting and farming period. This is because of the cash crop cultivated area. This region known as for having high burden of snake bites. It is due to unknown cases. So the study population is September up to 12 and August 2020, and both hospitals patients were managed with polyvalent antivenom if their 20 minutes bedside clothing test is prolonged. Next slide. Data variables include socio-demographic information, age, gender, residence, occupation, and clinical symptoms. It is place and date of exposure to snake, clinical stages, time between bite and presentation at hospital, traditional medication applied before arrival at the hospital, laboratory tests, complete blood count, liver and renal function tests, bedside clothing are the variables. These socio-demographic, clinical and medical laboratory are as variables of this study. Next slide. Next slide, please. So clinical severity was assessed by 4 stages. Stage 1, patient has fang marks, that means dry bite due to snake bite. Stage 2, with local findings only, pain, non-progressive swelling. Stage 3, with swelling that is clearly progressing, systematic symptoms or signs and laboratory abnormalities. Stage 4, with neurologic dysfunction and respiratory distress or cardiovascular instability or shocks are the severity assessed by the above mentioned 4 stages. Next slide. Next slide, please. This study was used for analysis method, Microsoft Excel structured data collection, sheets for data entry, and EP data version and association audience Denmark, and research findings are presenting using descriptive statistics. Next slide, please. Next slide again. Next slide, please. This, when you come to the ethical approval, back the slides. Ethical approval, okay.
The ethical approvals obtained from the University of Gondar Institutional Review Board and the local administration of Gondar Health Bureau, and also ethical approval obtained as well from the Union of Ethics Advisory Group of the Center for Operational Researchers International Union against tuberculosis and lung disease, Paris, France. So the ethical approval obtained these two institutions. Next slide. When come to the results, this article results in this retrospective cohort study, 2,050 snakebite patients treated for both hospitals. Their median age is 24, and the season with highest number of snakebite cases was from September to November. The field was the most frequent location of snake bites, 77%, and 82.2% of snake bites occurring during. So this, okay, next slide, and the discussion part. Next slide, please. Next. When I come to the discussion part in our study, we found that snakebite affects mostly male adults between the age group of 15 up to 44 years old, and patients in our study are less than 8 years old, 57%, 57 patients, or 22.9% are 8 years old. In contrast, study with Nigeria, where only 30 pediatric cases were seen over a 7 years period. The majority of cases snakebite occurred in the field during daytime on lower extremities. This is similar studies to done in other settings. Next slide. So commonly patients had fever, swelling, sign of bacterial superinfection, and bite site bleeding. More than half of the patients presented with clinical stage 2 that I have mentioned before, the stages implying local findings only, such as pain, ecchymosis, and non-progressive swelling. Unlike other studies, only a small percentage of patients applied tie or tourniquets relatively compared than the other studies. Next slide. Use cultural medication in our study. Maybe this may be due to the fact that patients who seek traditional medication may stay in the community and are not attending hospitals. This may be due to the farming places far from the and use herbal medication in. Next slide. So the limitation of this study, lack of continuous availability of reagents to determine coagulation tests in our setup, may explain why only small portion of the patients had these tests. In our study, in addition to the normal record of coagulation laboratory tests, prothrombin time, activated partial thrombin time, and international normal ratio, the 20 minutes bedside clotting test was prolonged only for 70 patients, or 90.5%. Next slide. So this retrospective cohort study on basis of patients recorded routinely collected in hospital setting. The relative weakness of working with routine data is the missing of some information, such as laboratory tests, which could be due to absence of clinical indication, are observed for this study. Next slide. And the other no availability tests are one of the limitations. Next slide, please. So residents in
rural areas and advanced clinical stage were associated with bad outcomes. This may be due to the distance from the residents to the health facilities, which may delay time interventions and development of severe diseases are one of these limitations. Next slide. The antivenom scarcity or unavailability of antivenom is one of the big challenges of the outcome. Next slide. Ability of inadequate administration and affordability of the patients to buying the antivenom drug and unaffordable of a laboratory requested are one of the big challenge. Action to antivenom are known be in 2008, similar to our study done in Brazil, no effect on mortality. So availability of antivenom is one of the result of bad outcomes in our setting. Next slide. So the burden of snakebite in Ethiopia, especially in Gondar, in the low altitude of northwest Ethiopia, neighboring countries are estimated to be high, and the available data are possibly under-reporting and underestimating the real burden. So some data are not fully completely. So the interrupted supply of antivenom and affordability of the antivenom going to traditional healers, humanitarian crisis, and study being hospital-based may contribute as factors for the underestimation of snakebite burden. These above mentioned reasons are maybe underestimate the snakebite burden in our setup. Next slide. Our snakebite in this region of Ethiopia and the global level, but more importantly, on the management of snakebites, the recognition of factors associated with bad outcomes will guide the clinicians to identify patients who need to be treated with priority, and also hospital administration to provide sufficient doses of antivenoms and other supportive medical and laboratory commodities. Next slide. Next slide, please. Next slide. When I come to the conclusion part, the case. Oh, hello, you cut out for a second there. We're all good. You can start from the conclusions again. Okay, there's a bad connection to here. No problem. You can start from here. Okay. When the case fatality rate associated with snakebite is high, timely presentation to the hospital at early clinical stage, appropriate clinical management, and availability of antivenoms are cornerstones to reduce snakebites, morbidity, and mortality. Further, collaboration among snakebite stakeholders, community health and agriculture sectors, professional associations, and civil society must be established and strengthened to improve management of snakebites patients at different levels. This management and preventive snakebites. These stakeholders doing collaboratively is our recommendation and conclusion part. Next slide. I think this is the last my slides. When I come to this area in our setup, the thematic area of this topic, snakebite emergency disease, is untouchable in our area. Outstanding the burden be more than expected. Consequently, any institution, group, person wanted to further study this thematic area or provide or donate antivenom drug and reagents to our institution
University of Gondar Specialized Hospital and me voluntarily to facilitate in addition to working with you. So this is all about my presentation. This is the link to find the full articles. Thank you very much, the hosts, and prepare these programs. Thank you. So we'll just go ahead and wrap up. So I'd like to take a moment to just say thank you to Je vous everyone who was remercie à attended. Thank tous. you so much Merci to our énormément aux interpreters for interprètes translating qui the ont presentations été live, and ici thank you for, présents. of course, all of the speakers for presenting. And Je just to vous remind rappelle everyone, que ce this webinar webinaire is a été pre-recorded, so it will enregistré. be Il sera available on the disponible dans Global notre Health site website web dans in quelques a few semaines. weeks. On vous So remercie please look tous for it énormément there. de So votre thank you présence et everyone, collaboration. and On dit hope au to see you revoir aux soon. interprètes. Bye bye.